Mardi 9 avril 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, Madagascar a bénéficié d'un financement non remboursable d'une valeur de 2 250 000 $ du gouvernement chinois pour l'approvisionnement en engrais aux agriculteurs. Durant la cérémonie de signature à Yavlu ce matin, le président Andry Rajoelina a déclaré que Madagascar va construire une usine de production d'engrais afin de poursuivre l'approvisionnement aux paysans d'engrais utiles à leur production et pour l'autosuffisance alimentaire. Pour cette coopération avec la Chine, les régions victimes du cyclone Gamané seront priorisées. Reportage de Judika Rangenerin et Ando Khanzajaibe. La coopération entre Madagascar et la Chine se renforce. La remise pour Madagascar de dons d'une valeur de 2 250 000 $ par le gouvernement chinois pour l'approvisionnement en engrais marque encore cette coopération étroite entre les deux pays. Aujourd'hui s'est tenue la cérémonie de signature à cet effet, assistée par le président de la République Andry Rajoelina. La cérémonie de signature s'est tenue au palais d'État d'Yavlu entre l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Madagascar, Jiping, et la ministre des Affaires étrangères, Rassata Rafaravavtavk. La Chine réitère ainsi son soutien au programme de développement initié par l'État malagasy en améliorant les conditions de vie des communautés agricoles à Madagascar. Par ce petit geste, nous voudrons exprimer notre soutien à l'initiative pour l'émergence de Madagascar lancée par Monsieur le Président de la République et aussi pour soutenir les actions du 100 jours. Par ce taux en devise, nous espérons pouvoir réduire les coûts de production pour les agriculteurs et faire augmenter la production agricole pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Nous voudrons contribuer, nous voudrons faire nos petites contributions pour aider Madagascar à regagner le statut de grenier agricole de l'océan Indien. Ce don s'inscrit dans le cadre de l'initiative de développement mondial de la République populaire de Chine, qui est une initiative visant à créer des synergies entre les domaines prioritaires et répondre aux besoins de tous les pays. Ce partenariat s'aligne sur les engagements de l'État malagasy envers le développement et la transformation de l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Le don permettra d'assurer l'accessibilité, la qualité et l'accès aux intrants agricoles pour les agriculteurs malagasy. Le chef de l'État a d'ailleurs souligné l'importance de cette initiative pour doubler le rendement de la production agricole, passant de 2 à 3 tonnes à l'hectare à 5 à 6 tonnes à l'hectare. En outre, le président de la République Andry Rajoelina a aussi rappelé la mise en place prochainement d'usines de transformation d'engrais dans plusieurs régions de Madagascar visant à accélérer et faciliter l'accès à ces intrants agricoles. Comme vous le savez, 80% de la population malagasy vit en zone rurale et sont donc des agriculteurs. C'est la raison pour laquelle nous avons établi comme objectif primordial de transformer l'agriculture pour atteindre l'autosuffisance et la sécurité alimentaire, notamment à travers la mise à disposition d'intrants agricoles accessibles pour tous, de qualité mais surtout abordables. Madagascar était le grenier rizicole de l'océan Indien dans les années 70. Et c'est pour cette raison qu'il faut changer les choses, puisque aujourd'hui Madagascar importe encore du riz. Pourquoi? Parce que nos surfaces cultivables n'ont pas augmenté. L'accessibilité des intrants agricoles, c'est-à-dire les semences et les engrais, ne sont pas non plus accessibles aux paysans. Ainsi, il faut moderniser notre système agricole, mais aussi aider les agriculteurs pour avoir accès justement aux intrants agricoles. C'est pour cette raison que je tiens personnellement à remercier la Chine pour ce don d'engrais NPK, mais surtout j'aimerais annoncer que Madagascar mettra en place des usines d'engrais de l'État malagasy dans plusieurs régions. Comme je l'avais dit, notre objectif c'est d'augmenter le rendement de notre production rizicole qui devrait passer de 5 à 6 tonnes à l'hectare au lieu de 2 à 3 tonnes seulement à l'hectare actuellement.
Par ailleurs, suite au récent passage du cyclone Gamané ayant ravagé près de 60 000 hectares de terres agricoles dans la partie nord de l'île, le président Andry Rajoelina a donné des instructions pour que les engrais fournis dans le cadre de ce don soient prioritairement distribués dans les régions touchées afin de soutenir la reprise rapide de la production agricole et renforcer la sécurité alimentaire de la population. À ce sujet, l'ambassadeur Ji Bing a également annoncé que la Chine prêtera main forte aux sinistrés dans le nord de Madagascar grâce à des dons de vivres et de denrées alimentaires. Toujours dans cette page politique, au plus tard le 18 avril, les ministres candidats aux législatives doivent démissionner, c'est-à-dire lorsque la CENI publiera la liste officielle des candidats selon un juriste aujourd'hui. D'après les explications, certaines catégories de fonctionnaires seront également soumises à des conditions particulières lorsque leur candidature sera acceptée. Par ailleurs, le cas des élus, notamment des parlementaires candidats, est particulier. C'est Sylvain Anyan Martina et Secha Anjenab nous en disent plus. Selon l'article 64 de la Constitution malgache, tous les membres du gouvernement candidats à un mandat électif doivent démissionner de leurs fonctions dès qu'il est annoncé que leur candidature peut être retenue. À cet égard, la date à laquelle la CENI publie la liste officielle des candidats, qui devrait être le 16 avril ou au plus tard le 18 avril, sera la date limite pour que les membres du gouvernement présentent leur démission. Il est à noter que 7 ministres sont candidats pour les élections législatives du 29 mai. Outre les ministres, la loi fixe les conditions particulières aux agents publics dans le processus électoral. En revanche, des conditions particulières sont accordées par la loi aux députés de Madagascar qui se présentent aux élections pour le prochain mandat. Ils n'ont pas besoin de démissionner selon les explications, car c'est l'arrêté annonçant les résultats officiels des élections de l'année 2019 qui détermine leur mandat. Après la publication de la liste officielle des candidats, la prochaine date à retenir dans le processus des élections parlementaires est celle de la campagne électorale de 20 jours, soit du 8 au 28 mai. Et Nathalie Rabarsan, membre du parti AFF, Anjesifuchawanfapanchson, a retiré sa candidature pour les législatives au niveau du premier arrondissement ce jour. Selon ses dires, elle a fait cela afin de respecter l'organisation au sein de la plateforme IRMAR en raison de l'affiliation de l'AFF et de l'UPAR à cette plateforme. Elle soutient également le candidat désigné par l'IRMAR et affirme qu'elle est prête à faire élire le candidat Augustin Andjiamananour ainsi que ceux appartenant à la même liste. Dans un tout autre sujet, à présent, faciliter et accélérer le traitement des passeports de la diaspora malgache fait partie des missions du ministère des Affaires étrangères dans un délai de 100 jours. Ainsi, le ministère a mis en place un système numérique à travers un site web pour le traitement et renouvellement des passeports de la diaspora malgache dont la présentation officielle a été tenue hier au ministère des Affaires étrangères. Reportage sur les images de Zahran Jans. Auparavant, il fallait au moins 6 mois à 1 an pour demander ou renouveler les passeports de la diaspora. C'est un problème qui n'a pas pu être résolu depuis toujours. Le président de la République, Andry Rajoelina, a donc donné des instructions et le ministère des Affaires étrangères s'est donné comme priorité de faciliter et d'accélérer la délivrance et le renouvellement des passeports nationaux dans un délai de 100 jours. Cela s'est fait au moyen d'un système informatique ou d'un site web, permettant ainsi la fluidité et la rapidité du traitement des dossiers concernant les passeports nationaux, lesquels y ont été centralisés. Les résultats de la mise en place de sites web sont déjà palpables au niveau du ministère des Affaires étrangères. Grâce à ce système, 1 mois seulement est le délai le plus long pour le traitement ou renouvellement du passeport national pour la diaspora malgache si les dossiers sont complets. Entre le 22 décembre et le 28 mars, 681 membres de la diaspora ont reçu leur passeport, a indiqué la ministre. Le ministère des Affaires étrangères a procédé à un certain nombre de réformes qui permettent d'accélérer la délivrance des passeports nationaux pour les membres de la diaspora malagasy qui sont disséminés à travers le monde. Pour cela, nous avons mis en place un nouvel outil qui servira de gestion des rendez-vous au niveau de l'ambassade de Madagascar. Nous avons mis en place une machine qui permettra de recueillir les données biométriques au niveau de l'ambassade. Nous avons raccourci le délai de traitement de ces demandes de passeport ou de renouvellement de passeport, ce qui permet aujourd'hui et désormais à tous les Malagasy qui sont en France ou à l'étranger de faire leur demande de rendez-vous en ligne pour leur demande de passeport. Le ministère des Affaires étrangères travaille en étroite collaboration avec le ministère du Développement numérique et le ministère de la Sécurité publique dans ce projet visant à accélérer le traitement et le renouvellement du passeport national pour la diaspora malgache.
Restons toujours au niveau d'Anous. Les 81 magistrats sortis hier ont prêté serment ce jour à la Cour suprême à Anous. Ils apporteront un nouveau souffle au monde de la justice et augmenteront le nombre de juges qui sont en sous-effectif en ce moment, car en province, il n'y a que 2 ou 3 magistrats. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Janel. Ces 80 nouveaux magistrats, dont la promotion porte le nom de Ilou, ont prêté serment ce jour. Il s'agit de 41 magistrats judiciaires, 20 magistrats administratifs et 20 magistrats financiers. Leur arrivée apporte de nouvelles perspectives, des idées innovantes et un nouveau souffle pour faire face aux défis contemporains. Ces nouveaux magistrats incarnent l'espoir d'une justice plus accessible, équitable et efficace pour tous les citoyens. Leur engagement à servir la justice avec intégrité et impartialité est essentiel pour renforcer la confiance du public dans le système judiciaire, soutient la ministre de la Justice, Ranjamana Telassou, l'Inde Boulatine. Ces juges s'ajouteront au nombre de juges actifs. À l'heure actuelle, en province, seulement 2 à 3 magistrats opèrent. Par ailleurs, la ministre a également confirmé que la date de l'examen pour le concours d'élèves greffiers et d'élèves magistrats sera annoncée prochainement. Cette année, 450 élèves greffiers et 150 élèves magistrats seront recrutés. Dans les actualités diverses, 450 grammes d'or avec un taux de pureté de 98% ont été saisis par la police des mines en fin de semaine dans le 4e arrondissement. Cet or a été envoyé à la Banque centrale en attendant les résultats de l'enquête. Les détails avec Ruth Christelle Rakout-Malal. 2 lingots d'or pesant au total 450 grammes avec un taux de pureté de 98% ont été saisis par le commissariat du 5e arrondissement et la police des mines le week-end dernier. Selon les explications du directeur général de la police des mines, le commissaire Mamtin, il n'y avait aucun document relatif à la détention de cet or. La valeur de ces 2 lingots s'élève à 31 468 €, soit 146 580 273 arrières. Il aurait pu être inclus dans le MID pour contribuer à stabiliser l'arrière. Rappelons que l'exportation légale d'or est de nouveau autorisée et que toutes les entités qui s'en occupent sont rassemblées au guichet unique d'exportation au Mining Business Center. Cependant, tout un chacun est encouragé à intégrer le secteur formel. Ainsi, les petits mineurs, par exemple, ne doivent vendre leur or qu'auprès des comptoirs qui a reçu l'agrément. Les responsables du ministère des Mines ont appelé l'opinion à partager des informations et à signaler les cas suspects dans le secteur minier afin qu'ils puissent faire l'objet d'une enquête rapide. Toujours dans cette page fait divers, 10 personnes ont été arrêtées par la police d'Alassour pour avoir volé 22 machines à coudre industrielles dans l'entrepôt d'une entreprise dans le Foukoutane de Beins, commune à Mbouimangakeli, dans la nuit du 7 avril. Ces derniers sont actuellement auditionnés. Selon les informations, l'un des suspects dans cette affaire est un agent de sécurité de l'entreprise. Felena Rakoutoarsou, Lucecha Randianas, il nous en dit plus. L'une des 10 personnes suspectées dans le vol de machines à coudre industrielles dans le Foukoutane de Beins, commune à Mbouimangakeli, est un agent de sécurité de l'entrepôt de cette société. Ces 10 personnes ont été arrêtées par la police d'Alassour dans la nuit du 7 au 8 avril. Cette entreprise a déjà par le passé perdu des objets à plusieurs reprises et pour lesquels le propriétaire a porté plainte depuis 2022. Et voilà que divers matériels y ont à nouveau disparu. Ces accusés feront l'objet d'une enquête approfondie et seront ensuite présentés devant le parquet, selon les informations. La police lance un appel aux habitants pour leur fournir des informations précises et à temps en cas de suspicion d'actes criminels. Passons à présent dans la page sociale. Le PDS d'Antananarive et son équipe ont mené ce matin une campagne de sensibilisation auprès des élèves de l'EPP d'Analankil et du lycée Rabéarvelou. Une campagne qui vise à informer les étudiants sur le code municipal d'hygiène ou CMH. Le PDS Richard Amanabitan a également remis des prix aux meilleurs élèves au cours des 3 premiers mois de cette année scolaire. À cette occasion, reportage sur les images de Rasde Nilsson. C'est dans la joie que s'est déroulée ce matin cette campagne de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement au lycée Rabéarvelou.
Au cours de cette sensibilisation sur le CMH, le président de la délégation spéciale d'Antananarivo a informé les étudiants des points importants à connaître et à communiquer pour maintenir la propreté de la capitale. Cela inclut le point numéro 14 du CMH qui limite l'heure de dépôt des ordures entre 16h et 20h. La CMH précise également que seules les ordures ménagères peuvent être jetées dans ces poubelles collectives. Les enfants sont des messagers efficaces. Ainsi, il a été facile pour les élèves de l'EPP Analakeli et du lycée Rabiarville de retenir les messages importants sur le CMH. Par ailleurs, le PDS a annoncé qu'il y aura un concours de propreté pour toutes les écoles publiques d'Antananarivo. Les lauréats recevront une récompense. Au cours de cette visite du PDS au lycée Rabiarville aujourd'hui, il a également remis des prix aux meilleurs élèves qui ont obtenu les meilleures notes au cours du premier trimestre de cette année scolaire. La nouvelle ambassadrice de la Corée du Sud a effectué une visite officielle de courtoisie auprès du ministre de la Santé publique ce matin à Mboïda. En effet, la Corée du Sud collabore étroitement avec le gouvernement malagasy en matière de santé publique. Divers points tels que le suivi des maladies contagieuses, la formation des professionnels de santé ou encore la valorisation du capital humain à travers la politique générale de l'État ont été évoqués au cours de cet échange entre les deux parties. Et la saison hivernale s'installe progressivement à Madagascar. Aucune intempérie n'est prévue pour la grande île d'ici la fin de la semaine, selon Météo Madagascar. Reportage. L'été et l'hiver sont les principales saisons que connaît Madagascar selon le Bureau de la météorologie. Actuellement, nous nous dirigeons vers la période de transition hivernale. Selon les prévisions météorologiques de la semaine, la température maximale va encore augmenter entre le 9 et le 15 avril 2024. En moyenne, les températures varieront entre 14 et 27 degrés Celsius le matin et 25 à 38 degrés l'après-midi. Aucun mauvais temps n'est prévu pour la grande île au cours de cette semaine, selon toujours Météo Madagascar. Nos actualités internationales de ce soir, les deux fondateurs du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, qui a permis à des personnalités du monde entier de pratiquer l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent, sont jugés à partir de hier au Panama, tout comme une trentaine d'autres accusés. France 24. Avril 2016, le Premier ministre islandais est poussé à la démission. Des révélations sur ses placements offshore non déclarés ont fait descendre dans la rue des milliers de manifestants en colère. Il vient d'être emporté par le scandale des Panama Papers, du nom de l'enquête menée par un consortium de médias internationaux. Quelques jours plus tôt, ils ont révélé que des personnalités du monde entier ont pratiqué l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent via l'intermédiaire du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. Le plus surprenant, c'est le nombre d'hommes politiques et de dirigeants du monde entier qui figurent dans la liste. On parle là d'une vingtaine de dirigeants mondiaux, anciens ou actuels, et de leurs collaborateurs, qui n'ont pas déclaré l'existence de leur compte offshore. Si vous êtes un élu, cela pose problème. Parmi ces personnalités, le Britannique David Cameron ou l'Argentin Mauricio Macri, mais aussi des personnalités des finances, des sports et du monde artistique, comme la star du football Lionel Messi ou le cinéaste espagnol Pedro Almodóvar. Scandale retentissant, les Panama Papers ont entraîné la fermeture du cabinet Mossack Fonseca et gravement altéré l'image du petit pays d'Amérique centrale. Le Panama figure ainsi sur la liste noire des paradis fiscaux de l'Union européenne. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné aujourd'hui la Suisse pour violation de la Convention des droits de l'homme, donnant raison à une association de femmes âgées qui attaquait l'inaction du pays face au changement climatique. La juridiction européenne a par ailleurs rejeté un recours contre la France déposé par un ancien maire de Grande-Sainte et a jugé recevable la requête de jeunes Portugais contre 32 États. France 24. Elles se surnomment les aînées pour la protection du climat. Déboutées par la justice de leur pays, ces femmes ont finalement obtenu gain de cause. La Cour européenne des droits de l'homme vient de condamner la Suisse, à qui l'association reprochait de ne pas en faire assez pour lutter contre le réchauffement climatique.
L'État suisse fait trop peu pour le chauffage, pour le climat. On a des conséquences sur la santé, sur la qualité de vie des personnes âgées, de plus personnes, mais nous les femmes sommes particulièrement vulnérables. Pour la Cour, la Suisse a donc violé certains droits humains en ne respectant pas ses objectifs passés en matière de réduction des émissions polluantes. Une condamnation contre son pays, c'est aussi ce que demandait l'eurodéputé Damien Carême. L'ancien maire écologiste de Grande-Synthe avait choisi d'attaquer les carences de l'État français. Elles font selon lui peser un risque de submersion sur sa commune, menacée par la montée des eaux. Mais sa requête a été jugée irrecevable, tout comme celle de ces 6 jeunes Portugais. Mobilisés après les graves feux de forêt qui ont ravagé leur pays en 2017, ils avaient assigné 32 États européens en justice en dénonçant leur inaction face au changement climatique. Rien ne changera le fait que les gouvernements européens doivent faire beaucoup plus pour nous assurer un avenir vivable. Mais selon la CEDH, les requérants n'ont pas épuisé les voies de recours disponibles au Portugal, d'où sa décision de juger leur plainte irrecevable. Toujours dans cette page internationale, le Britannique Russ Cook, 27 ans, a relié l'Afrique du Sud à la Tunisie en courant, soit plus de 16 000 km à travers 16 pays. Parti il y a moins d'un an, il est arrivé dimanche en fin d'après-midi à Cap Ongela. Le coureur a réussi à lever l'équivalent de près de 670 000 € qu'il va reverser notamment à des jeunes sans-abri. Dans un reportage de France 24. Épuisé, mais triomphant. L'équivalent de 385 marathons, c'est la distance parcourue par Russ Cook en l'espace d'un an. Devenu très populaire sur les réseaux sociaux, il n'était pas seul pour courir les derniers kilomètres de son périple. Je le suis depuis le début. J'ai vu son post Instagram où il invitait tout le monde à le rejoindre. J'étais allongé sur mon canapé, c'était un dimanche après-midi, et je suis tout de suite allé sur Internet pour chercher un billet, et 20 minutes plus tard, je l'avais acheté, et me voilà. Je ne pouvais pas rater cet événement historique. Russ Cook est parti d'Afrique du Sud le 22 avril 2023. Il a rallié la Tunisie en longeant la côte ouest du continent. Un parcours parfois émaillé de difficultés. Au 50e jour, le Britannique de 27 ans et son équipe sont victimes d'un vol en Angola. Appareils photo, téléphone, argent liquide et des passeports leur sont dérobés. Pas de quoi le décourager, mais il poursuit sa course sous escorte policière. Plus au nord, lors de sa traversée du Sahara, il doit courir de nuit pour éviter les fortes chaleurs. Souffrant de douleurs physiques, il doit aussi interrompre sa course plusieurs jours, comme ici au Nigeria, où il se résout à passer des examens. Les médecins lui conseillent alors d'arrêter. Hors de question pour Russ Cook qui compte bien relever son défi. Problème, il n'a toujours pas de visa pour l'Algérie. Il lance alors un appel désespéré sur les réseaux sociaux. Son message est relayé. L'ambassadeur d'Algérie au Royaume-Uni donne son feu vert. Welcome to Algeria and good luck. Yes. Durant sa traversée, Russ Cook a réussi à lever près de 670 000 €, une somme qu'il reversera notamment à une organisation caritative britannique venant en aide à des jeunes sans-abri. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme et très bonne soirée sur Visa. Au revoir.